Alexandre de Beclerc ou l'Infoservice. Dans cette vidéo, nous allons essayer de comprendre le système de base de données d'Exchange Server. Alors Exchange Server utilise un système, le système ESE, moteur JET, pour gérer sa base de données Exchange. La base de données est composée de plusieurs fichiers en fait. Donc voilà, ici, je vais revenir sur ce slide un tout petit peu plus tard, mais d'abord je voudrais vous montrer où sont stockées ces bases de données. Donc par défaut, quand vous installez un Exchange Server, une base de données est créée automatiquement. Ici on le voit, c'est Mailbox Database avec un numéro derrière qui est automatique et aléatoire. On voit ici, alors pour le voir, je me suis rendu dans serveur et base de données ensuite. Voilà, donc on voit le nom de la base de données qui a été créée par défaut, le serveur auquel est rattachée cette base de données, éventuellement si le serveur fait partie d'un DAG, le DAG, je vous le rappelle, ça veut dire Database Availability Group, qui permet de faire de la redondance, de la haute disponibilité en fait pour Exchange. Et là on voit le statut donc monté. Ça veut dire qu'elle est soit montée, soit démontée. Là en l'occurrence, elle est bien montée. Cette base de données, elle est stockée sur le disque dur par défaut dans ces programmes Microsoft Exchange Server V15 Mailbox et ensuite le fameux nom qui a été créé automatiquement, donc Mailbox Database avec le numéro derrière. Et là, vous avez une ribambelle de fichiers qui apparaissent. Donc on va un petit peu expliquer de quoi il s'agit ici. Alors je reviens sur mon slide. Tout d'abord, on a un fichier CHK. Alors, je fais encore une petite parenthèse juste avant de continuer. Il y a une page sur le TechNet qui existe pour ça. Alors, elle n'est pas en français, elle n'existe pas en français. Elle n'est pas non plus liée à Exchange. Pour ça, il faut aller chercher Exchange Storage Engine Files. Donc, c'est le moteur ESE en fait. Et donc ici, on vous explique quelles sont les extensions, etc. Donc nous, ce qui va nous concerner, c'est ça, en fait, cette première colonne ici. Oui, alors évidemment, je sélectionne tout, mais c'est cette première colonne ici qui va nous intéresser. Voilà, donc ça reprend exactement le slide que je suis en train de vous montrer, c'est-à-dire le fichier CHK, les fichiers de log, le TMP, etc., etc. Et en dessous, vous avez une explication de ce que font les fichiers. Bon, évidemment, c'est en anglais, mais parce qu'elle n'a pas été traduite cette page, mais voilà, sachez, elle existe, je la mettrai en lien dans la description. Donc, je reviens ici sur les explications. Donc, on a un fichier, alors E00, c'est le préfixe qui a été créé pour la première base de données. Si vous créez une deuxième base de données, on va avoir le préfixe E01, et ainsi de suite. Donc là, E00.chk, c'est le fichier de checkpoint. Ensuite, on a le fichier E00.log. Alors ça, c'est le fichier journal de transaction. Alors qu'est-ce qu'une transaction finalement? Il faut savoir une chose, c'est que toutes les actions qui sont effectuées sur votre base de données Exchange ne sont pas effectuées sur la base de données Exchange. Toutes les actions passent d'abord par un fichier de transaction, un fichier journal de transaction. C'est-à-dire que quand vous réceptionnez un email, cet email va être d'abord consigné dans un journal de transaction avant d'être écrit ensuite dans la base de données. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que, en réalité, je ne vous dis pas tout. C'est-à-dire que quand un message arrive, il n'est pas seulement stocké dans une base de données, il n'est pas seulement stocké dans le fichier journal, il est également stocké dans la RAM. Pour ça, j'ai une image que Microsoft... qui vient des documents Microsoft ici, qui explique le processus de réception d'un email. On voit ici en première partie qu'on réceptionne un email. Donc voilà, on réceptionne l'email sur notre système. Ensuite, le message est écrit d'abord dans la RAM, et ensuite il va être écrit dans un journal de transaction. Alors, un fichier journal de transaction, comme je l'indique ici, dès qu'il atteint sa taille de 1 mégaoctet, automatiquement, le fichier est renommé. Alors, il va être renommé en E00 suivi de plusieurs chiffres en général. Donc, ça va être 0000001.log. Donc, ça veut dire que le fichier de transaction ici a été renommé et classé. Ensuite, on recrée un nouveau journal actuel. Donc, c'est le E00.log. Dès qu'il a atteint sa taille de 1 mégaoctet, à ce moment-là, c'est pareil, on va le renommer, cette fois en E00002.log, et ainsi de suite. Donc, toutes les transactions
dès que vous réceptionnez un email, dès que vous en envoyez, dès que vous supprimez un message, etc. Toutes les transactions que vous pouvez faire sur la base de données sont consignées dans des journaux de log. Alors d'ailleurs, on le voit ici, dans votre dossier, on voit ici tous les journaux de log qui ont été créés. On les voit ici, j'ai activé j'ai fait en sorte qu'on puisse voir l'extension. Donc là, vous voyez, j'en suis au 149 apparemment. Voilà, et si on descend un peu plus bas, on va voir ici notre fichier journal, voilà, qui est ici le 1, ensuite on a le 2, ensuite on a le 3, ainsi de suite, et dès qu'on atteint 9, eh bien on passe à A, B, C, D, E, F. Une fois qu'on a atteint F, eh bien on passe à 1, 0. Donc le 1, 0 doit être quelque part par là. Il doit être rangé parce que le tri sur l'hexadécimal c'est un peu compliqué. Donc voilà comment ça tourne. Donc les fichiers journaux, à chaque fois il y en a un qui est créé dès que la taille de 1 mégaoctet a été atteinte. D'ailleurs ici on voit la taille des fichiers journaux, ils font tous 1 mégaoctet. Ensuite, on a des fichiers journaux JRS, des fichiers de réservation. Donc en fait, ce sont des fichiers de réservation qui occupent simplement de l'espace sur le disque dur, simplement en cas de si votre disque dur atteint sa limite. Je cherche l'autre terme, je ne le trouve pas, il ne me vient pas à l'esprit. Vous avez des fichiers journaux de réservation qui occupent l'espace sur le disque dur, mais qui vont la libérer ensuite au fur et à mesure que vous en aurez besoin. Voilà. Ensuite, vous avez le fichier tmp.edb. Alors, EDB, c'est un fichier de base de données Exchange, on le voit d'ailleurs, Exchange Database, l'extension. Alors ça, c'est un espace de travail temporaire pour les traitements des transactions. C'est-à-dire qu'ici, on va créer tout ce qui est index, etc. pour votre base de données. Ça va se faire là-dedans, en fait. Et on va aussi traiter les transactions avant de les écrire dans votre fichier de base de données. Là, c'est le fichier journal de transactions rattaché à votre base de données temporaire. Et ensuite, vous avez votre fichier EDB, qui est le fichier de base de données. Donc là, celui qui contient l'ensemble des boîtes mail et qui contient les messages des boîtes mail. Donc là, on retrouve dans le dossier, on retrouve tout ce que je viens de vous dire, les fichiers JRS ici, les fichiers log que je vous ai montrés. Là, c'est le fichier log courant qui est en cours. Ça, c'est le fichier CHK, donc le fichier de checkpoint. Et quand on descend un peu plus bas, on va voir, donc là, c'était plus haut pour le coup, le fichier tmp.edb et notre fichier mailbox database avec le numéro. Il porte le même nom que celui-là, avec l'extension EDB. Alors, je reviens sur l'image de ce document Microsoft qui est très intéressant, dans lequel donc, on nous explique ici qu'à la réception d'un message, le mail est écrit dans une RAM, dans la RAM et également dans le fichier journal de transaction.log, et ensuite il va être écrit dans la base de données. Quand il est écrit dans la base de données, on va dire au fichier de checkpoint quelle est la transaction qui a été écrite, quel est le numéro de transaction qui a été écrit, quel fichier journal a été écrit dans la base de données. Comme ça, on sait quel journal de transaction a été écrit dans la base de données, et ensuite donc le message est remis à l'utilisateur. Alors pourquoi est-ce qu'on écrit à deux endroits, dans la RAM et dans un fichier journal ? Il y a deux raisons. La première, et oui, alors déjà, pourquoi est-ce qu'on écrit ici et pas directement dans la base de données ? On n'écrit pas directement dans la base de données, tout simplement parce que déjà votre base de données pourrait être occupée à autre chose, par exemple à une défragmentation, à un scan antivirus. Il pourrait également y avoir une sauvegarde en cours, par exemple. Voilà, donc la base de données pourrait être prise dans un processus qui l'empêche d'être accessible. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que quand on écrit dans un fichier de base de données, on fait des écritures aléatoires. C'est-à-dire qu'on n'écrit pas sur le disque dur, dans des secteurs du disque dur qui se suivent. Ce qui n'est pas le cas, en revanche, d'un journal de transaction, puisque c'est un fichier plat, c'est un fichier log qui est stocké sur le disque dur, c'est un fichier séquentiel. Donc du coup, on va écrire les transactions les unes à la suite des autres. Dès qu'on a atteint la taille de 1 mégaoctet, eh bien on recrée un nouveau fichier journal et on va écrire les transactions les unes derrière les autres. En général, une transaction est contenue dans un seul fichier journal, en général. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on écrit dans la RAM ? Tout simplement parce que la RAM, c'est rapide.
c'est très rapide. La RAM, ça consomme assez peu et puis c'est rapide. Alors ça consomme peu de ressources, mais en tout cas on a besoin de RAM et on en a de plus en plus besoin sur les versions d'Exchange au fur et à mesure. La raison également pour laquelle on écrit dans les journaux, dans un journal de transactions sur le disque dur, c'est que les transactions ne sont pas écrites dans la base de données de manière séquentielle. C'est-à-dire que à 1 heure, j'ai fait une transaction, j'ai reçu un email, je l'écris dans le journal de transaction. À 1h02, je reçois un autre email, je l'écris dans un journal de transaction. À 1h03, je supprime un email et donc je l'écris dans un journal de transaction. Eh bien, ces transactions ne vont pas forcément s'exécuter dans l'ordre chronologique. C'est-à-dire qu'on va peut-être d'abord supprimer l'email, donc exécuter le journal de transaction numéro 3, après on va repasser au 1 et après on va repasser au 2. Donc la raison pour laquelle on écrit sur le disque dur, c'est que en cas de défaillance du système, eh bien, on sait toujours où on en est, quels sont les journaux de transactions qui ont été écrits dans la base de données grâce au fichier CHK, puisque le fichier de Checkpoint, lui, a coché la case quand une transaction a indiqué quand une transaction a été écrite. Par exemple, ici, je reçois un email. Je vais créer une transaction, le fichier numéro 1, sur le disque dur. Ensuite, je reçois un deuxième email. Je crée un fichier de transaction numéro 2 sur le disque dur. Ensuite, je décide d'écrire tout ça dans la base de données. Alors, c'est pas vous qui décidez, hein, c'est le système, mais là, je vais revenir dessus juste après. Ensuite, donc, on va écrire ces transactions dans la base de données. On va écrire la transaction numéro 2 dans la base de données. À ce moment-là, le fichier CHK va dire « Ok, transaction numéro 2 écrite dans la base de données ». Et ensuite, on remet le message à l'utilisateur. Ensuite, on va écrire la transaction numéro 1 dans la base de données. À ce moment-là, dans le fichier CHK, on va dire « Ok, transaction numéro 1 validée, écrite dans la base de données » et on remet le message au client. Eh bien, en cas de défaillance, si on avait un troisième message qui arrivait mais qui n'était pas encore écrit dans la base de données, eh bien, on sait que, après redémarrage, que le journal de transaction numéro 3 n'a pas encore été écrit dans la base de données, puisque le fichier CHK, lui, ne l'a pas validé, ne l'a pas coché. Donc à ce moment-là, on pourra écrire dans la base de données un peu plus tard. Donc il n'y aura pas d'informations perdues en réalité. Voilà, donc c'est pour ça. Puis il y a une autre raison également, mais j'en parlerai un petit peu plus tard, c'est pour la sauvegarde. Donc ça, j'en parlerai bien plus tard. À quel moment est-ce qu'on décide d'écrire les journaux de transaction dans la base de données? Ce n'est pas vous qui allez le décider. Non, pas du tout. C'est en fait une donnée qui est prédéterminée en fait dans le système qui s'appelle le checkpoint def target. Le checkpoint def target. Donc c'est une valeur qui est traquée par le fichier checkpoint, le fichier CHK. Et en fait, dès qu'on a atteint 20 transactions, à ce moment-là, les transactions sont écrites dans la base de données. Elles sont, l'écriture est déclenchée dans la base de données. Alors, 20 transactions, pourquoi? Parce que voilà, c'est fait comme ça, c'est le checkpoint def target, 20 transactions. Mais ça vaut pour une base de données qui n'a pas de réplica ou qui n'a pas de copie. Ce qui est exactement notre cas ici d'ailleurs. On n'a pas de copie ici. Hein. Donc nous, effectivement, on va attendre les 20 transactions avant d'être écrit. Par contre, si vous faisiez partie d'un DAG, donc c'est-à-dire d'un Database Availability Group, c'est-à-dire d'une base de données qui était redondante, donc dans un système de haute disponibilité, à ce moment-là, le checkpoint def target là est défini à 100 transactions. Voilà, au terme des 100 transactions, on écrit dans la base de données. Voilà pour les informations afin de comprendre un petit peu mieux comment fonctionne la base de données. J'espère avoir été clair. N'hésitez pas à revisualiser la vidéo si vous le souhaitez pour mieux comprendre. Je ne vais pas faire de rappel ici de ce qui a été dit, c'est déjà assez dense. Voilà, dans la vidéo suivante, ce qu'on va faire, c'est qu'on va manipuler les bases de données ensuite. Je vous remercie.